Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans DSI et des hommes. Aujourd'hui, dans un nouvel épisode, nous explorerons le rôle vital des directeurs des systèmes d'information, ces architectes du numérique qui façonnent l'avenir des entreprises. Je suis ravi d'accueillir notre invité, Yael Gros, DSI de Stratecy. Ensemble, nous allons plonger dans le passionnant univers du métier de DSI et des opportunités incroyables qu'ils offrent dans le monde en constante évolution de la technologie. Bonjour Yael. Bonjour Nicolas. Ravi de t'avoir sur ce nouvel épisode de DSI et des hommes où on va pouvoir parler de ce métier de directeur des systèmes d'information. Parce que bon, DSI et des hommes, il y a le DSI, et beaucoup ne savent pas encore ce que c'est, ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Et l'idée, c'était d'en parler un peu plus ouvertement et de savoir un petit peu déjà ce qu'était un DSI, ce que ça pouvait apporter comme dans une entreprise, enfin, dans une organisation au sens plus large, et de découvrir ton parcours. Donc avant de commencer, Yael, je vais te poser une première petite question. Quel est ton premier souvenir de numérique? Alors moi j'en ai une pour toi, les jeux vidéo ça compte ou pas? Oui, ça compte. Ouais, ça compte. Ok, moi c'est la Nintendo NES. Alors, le premier souvenir c'est ça, c'était des jeux à souffler dans les cassettes pour que ça fonctionne, c'est vrai. etc. Principalement. Et après c'est c'est plus les outils qu'avaient mes parents en fait pour le boulot. Donc un Minitel au début, dur. Oui. J'ai pu voir à quel point ça avait l'air compliqué. Mm. Et même le premier ordinateur paraissait beaucoup plus simple. Ouais. Et voilà, après, les ordinateurs, plutôt pour le boulot de mes parents. Moi, après, j'ai eu mon propre PC vers l'âge de 10 ans. Mm. Moi, oui, après, tu es d'une génération où t'es pas né avec le téléphone portable Non. ou le PC, il est arrivé après. ça. De toute façon, quand tu connais le Minitel, forcément. Ouais. J'ai Voilà. connu les dictionnaires avant de Oui. connect Google. Oui, c'est sûr, bah oui. C'est ce qui permet, j'aime bien cette question, parce que c'est ce qui permet de connaître bien Ouais. le positionnement de l'âge de la personne. J'ai eu tout un tas de sujets, hein, on m'a parlé aussi de la disquette, enfin bon, voilà. Ouais. Maintenant, te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, d'où tu viens, et après on verra où tu vas et ce que tu fais. Voilà, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours Alors du coup, Yael Gros, donc je suis au sein de Stratecy en tant que DSI. Mon parcours, je vais passer après le bac parce que avant c'est pas forcément hyper intéressant. Après le bac, j'ai fait un petit faux départ en école d'ingé en génie civil à la base. Où je me suis un peu perdu, c'était pas forcément mon milieu, mais j'ai eu des cours d'informatique au milieu où j'ai commencé à coder et c'était assez intéressant et c'est là où je me suis dit en fait, l'informatique, c'est peut-être ça. Faut peut-être que j'aille là-dedans. Donc j'ai repris mes études après 2 ans et demi de prépa raté. Et je suis reparti donc en alternance sur un cycle beaucoup plus technique avec BTS, licence et ensuite master, le tout en alternance. Et ensuite, j'ai intégré ensuite une ESN où j'ai pu faire du conseil pendant quasiment 5 ans auprès de grands groupes en tant que d'abord chargé d'application, donc un environnement très utile. Et ensuite, donc c'était chez Enedis, et ensuite plus de la chefferie de projet chez Carrefour, où on accompagnait les hypermarchés sur toute la mise en place de leur RSI, qui était assez conséquent. Oui, on se doute. Oui, plus que ce que je pensais à la base quand même. Et en même temps, avec des systèmes assez vieux sur toute la partie encaissement qui sont assez étonnants, plus anciens que ma Nintendo du coup. Et c'était vraiment une super expérience où c'était très très large parce qu'on voyait l'ensemble du spectre qui allait du câblage à l'application, à la formation, etc. Et donc voilà, ensuite, du coup, j'ai fait plusieurs passages en interne cette fois dans plusieurs entreprises en tant que chef de projet et responsable informatique. Et maintenant, voilà, DSI du coup externe pour plusieurs entreprises au sein de Stratecy. Merci. Donc, en fait, un parcours assez large, hein, parce que finalement, Ouais. tu as fait différents secteurs d'activité avec des Oui. grosses entreprises, plus petites entreprises. Tu as eu un parcours aussi dans une école, où tu étais Oui. responsable informatique dans une école. Enfin, voilà. Et maintenant, ça t'amène à être DSI multi-client, parce que c'est ce qu'on est au sein de Stratecy. Mais pour revenir un petit peu sur ce métier-là,
Je pense que les gens ne savent pas vraiment ce que fait un DSI, quel est son rôle, quelles sont les responsabilités au sein d'une organisation. Parce qu'on parle d'entreprise, mais il y a aussi des collectivités et des associations qui ont leur DSI. Comment toi, tu perçois ce rôle de DSI? Alors c'est très large, c'est ça qui est assez difficile, c'est le meilleur moyen, je pense, c'est d'arriver à le borner. Et c'est assez difficile parce que directeur de système d'information, dès que de l'information transite, on est impliqué. Mm. Et ce qui est assez... Alors, dès que l'information transite de manière, on va dire, peut-être pas légitime, mais on va dire formelle, parce que dans une entreprise, 70% de l'information est informelle, pareil. Nous, on est plutôt sur les 30%. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'est ça qui est assez difficile, c'est de trouver les limites. Donc, principalement, ça va être d'interagir sur tout ce qui est donc informatique, forcément. Donc, c'est parce que c'est par ce biais-là que va transiter l'information aujourd'hui. Ça va être aussi pour tout ce qui est les process, et ça va parfois même intégrer du papier. Oui. Alors, on a pas mal de clients chez qui on arrive, il y a encore du papier, c'est pas forcément mal. D'ailleurs, oui, et des fois ça marche même très bien et même mieux que l'informatique. Mais voilà, ça intègre tout ça, et du coup, notre métier à nous, c'est d'arriver à... Allez, on va prendre le parallèle du chef d'orchestre, c'est arriver à organiser tout ça, faire en sorte que ça marche en harmonie, et que ça soit assez simple pour les utilisateurs, et en même temps assez complexe pour traiter l'ensemble des informations de manière opérationnelle et efficace. C'est beaucoup de mots compliqués, mais... Oui, après, ce qui est important aussi, c'est ce que tu disais, c'est que dans DSI, SI, système d'information, et tu as ce côté-là où aussi, ce n'est pas que la partie matérielle informatique. Voilà, quand on parle de système d'information, on parle de serveurs, postes de travail, enfin tout ce que les gens connaissent, réseau, enfin tout ce qui permet de transporter et d'utiliser l'information. On parle de logiciels, forcément. Mais aussi, il faut parler des hommes et des femmes qui l'utilisent, qui l'administrent, voilà, les prestataires qui tournent autour. Il y a aussi, et puis il y a aussi ce que tu disais, toute la donnée, l'information qui va y circuler dedans, qui est aussi fait partie de là, et qu'elle soit sous un format numérique ou papier. Parce que la plupart du temps, le papier, c'est issu du numérique. Donc voilà, c'est souvent ça, et on le stocke dans des archives ou autres. Mais voilà, ça reste la même problématique, et justement c'est soumis aux mêmes contraintes parce qu'il faut les protéger aussi, ces archives, c'est ce format papier. Donc voilà, et c'est ce qui est important, c'est que le DSI, il va animer tout ça, il va être ce chef d'orchestre, ce stratège qui va permettre d'animer le système d'information au sein de l'organisation où il est. Il y a cette partie animation qui est nécessaire et qui permet d'avancer, et qui est là où on est force de conseil aussi, surtout. Mais il y a aussi toute la partie on va dire sécurité, gouvernance, etc. Et ça, pour le moment, on n'en a pas parlé, mais on est obligé d'y venir un petit peu. C'est qu'on doit aussi la sécuriser, cette information, qu'elle soit papier ou numérique. On est obligé de faire en sorte qu'elle transite de manière sécurisée, qu'elle puisse pas être biaisée ou en tout cas interceptée. Et on doit aussi arriver à faire en sorte que... Je me suis perdu du coup. Ouais, désolé, j'ai ouvert la bouteille. La bouteille qui fait du bruit. Voilà, après, donc on a ce rôle de conseil, et on a aussi le but, c'est d'arriver à le faire donc dans des normes réglementaires parfois, et qui sont des contraintes. En fait, on a tout un tas de contraintes qui sont spécifiques à chacun de nos clients, et qui sont assez disparates en fonction de chez qui on va. Et c'est assez étonnant d'ailleurs de voir toutes ces différences qu'on peut avoir, et le but aussi, c'est d'amener les gens à mieux maîtriser toutes ces informations pour arriver... Enfin, nous, notre but, c'est de créer de la valeur. Parce que l'information transite, c'est une chose, qu'on arrive à la stocker de manière sécurisée, c'en est une autre. À la fin, c'est surtout d'arriver à dire on est quand même dans un siècle de la data, quoi, et d'arriver à faire en sorte que cette donnée ait de la valeur, qu'elle soit bien utilisée, pas trop dupliquée, à part pour la sauvegarde, parce que sinon, en général, c'est pas pour des bonnes raisons. Oui, c'est sûr. Mais après, ce que tu dis est important, c'est que quand on construit quelque chose pour nos clients, ou quand le DSI
construit quelque chose dans l'organisation pour laquelle il est. Nous, on est dans un contexte multi-client, mais le DSI, dans son contexte client final, c'est-à-dire en poste et salarié de l'entreprise, il doit réfléchir à cette feuille de route. Et dans cette feuille de route, il intègre toute la partie sécurité. En fait, c'est pas pour nous, pour nous en tant que DSI, c'est pas une branche à part. On fait tout le temps de la cyber et on va venir toujours faire pour que ça soit le plus sécurisé possible et le plus, le plus sécurisé possible. Et ça, pour moi, c'est important parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de données, beaucoup d'attaques. Enfin, voilà, tout se passe maintenant dans le système d'information et ça, c'est quelque chose qui devient complexe et puis on est dans un contexte qui est en constante évolution. Oui, et même en tout cas on consulte pas mal nous aussi de prestataires sur la cyber et aussi, je pense aussi à la RGPD parce que c'est un pan un peu sécurité par rapport aux données personnelles. Ouais, tout à fait. Et parce qu'on n'est pas, alors on connaît comment ça fonctionne de manière très large, mais on n'est pas des experts sur ces domaines-là. C'est vrai qu'en général, ils nous disent de penser en fait la sécurité et la RGPD dès la conception. Et ça, c'est pour ça que dans notre feuille de route, il faut qu'on l'intègre tout de suite, nous, et qu'on soit conscient de ça très tôt. Oui, c'est important. Et puis souvent, ce qu'on peut voir sur le terrain, c'est on arrive chez des clients qui veulent aller très vite dans leur transformation numérique, mais à la base, ils ont peu de sécurité. Enfin, il y a quand même du b.a.-ba, hein, comme tu parlais de sauvegarde. Il y a mettre en place des mots de passe. On voit quand même des choses encore actuellement qui sont assez aberrantes et incroyables dans certaines entreprises. On ne citera pas trop d'exemples par rapport à ce qu'on peut voir, mais il y a des entreprises qui vivent de manière très dangereuse en termes de cybersécurité. Alors, pourquoi? Sûrement alors par méconnaissance. Un environnement qui est complexe aussi. L'informatique reste complexe et reste un métier d'expert. Mais voilà, tout se passe, on va dire, tout se passe maintenant sur le net. Donc oui, la cybersécurité est hyper importante et comme tu dis, c'est la base. Et tout ce qu'on doit réfléchir doit être doit être réfléchi en ayant une partie sécurité, quoi. La sécurité, oui, RGPD, etc. Enfin, on a plein de pans comme ça qu'il faut qu'on prenne en considération. Et surtout, dans le fond, il faut aussi qu'on soit en capacité d'amener les collaborateurs de nos clients ou un DSI de sa propre entreprise, les amener et de les faire monter en maturité parce que, en fait, sans eux, on n'avancera pas. Que ce soit sur les process, que ce soit sur la cybersécurité, parce qu'on sait qu'il y a des très hauts pourcentages d'attaques qui passent par les utilisateurs. La RGPD, c'est pareil, s'ils ne sont pas sensibilisés, malheureusement, ils sont les premiers à pouvoir faire transiter de l'information personnelle. Donc, en fait, à chaque fois, il faut aussi qu'on pense, et je pense que c'est là où un DSI ne doit pas être que technique, en fait. Il doit aussi vraiment avoir ce pas de côté et dire, attention, on a des humains en face, il faut qu'on les accompagne, il faut faire de la gestion du changement, il faut prendre en considération ce changement dans les projets et du fait que ça prend du temps d'intégrer les gens. Donc voilà, c'est vrai que ça fait penser à beaucoup de choses. Oui, c'est sûr, ça fait penser à beaucoup de choses. Et puis c'est aussi, ça combat l'image du DSI ours, tout seul dans son bureau, que personne vient voir, qui parle, qui ronchonne tout le temps. Non, le DSI doit être ouvert aux autres, au métier. Ça, c'est hyper important parce que il doit connaître le métier dans lequel son entreprise travaille. Voilà, et c'est vrai que nous, en tant que consultant externe, on apprend le métier de tous nos clients, mais c'est aussi la même chose pour un DSI interne. S'il ne connaît pas le métier que fait son entreprise, il ne pourra pas s'adapter et il va rester aussi à des niveaux où c'est plutôt, on va dire, la base. Et c'est là où on a une petite différence entre un directeur du système d'information et aussi un responsable d'infrastructure. Parce qu'il y a beaucoup de DSI qui sont plutôt des responsables d'infrastructure parce que ils restent sur la partie très technique. Alors, je dénigre pas le métier, parce que voilà, c'est comme ça. Et il y en a qui n'aiment pas aller sur la partie métier. Et pour moi, même un DSI n'est
pas forcément technique, en fait. Oui, C'est le responsable d'infrastructure va peut-être être son bras droit sur cette oui, partie, justement, mais si le DSI ne fait pas le pas vers le métier et qui reste, c'est pas le bon mot, oui, rester, mais qui reste entièrement dans la technique, malheureusement, il va rater une grosse partie de l'accompagnement des métiers, et du coup, on va avoir plutôt des confrontations et on va être en conflit en fait entre la technique qui a envie de faire des choses techniques et les métiers qui ont envie d'avancer sur leur propre process. Et si on ne fait pas ce lien-là, malheureusement, on n'avance pas, enfin, l'entreprise ne pourra pas avancer vers une grosse valeur ajoutée de son système d'information. mm. Et ça devient de plus en plus important en plus pour les entreprises, parce que pour attirer des jeunes talents, pour attirer des gens, pour attirer des clients, d'avoir un système d'information qui marche, qui est innovant, qui apporte de la valeur et du service pour tout le monde, hein, que ce soit pour leurs clients ou en interne, hein, comme je viens de le dire. Et en fait, euh, par rapport à ça, bah, c'est quelque chose où le DSI a une forte valeur ajoutée. Parce que voilà, il est responsable d'infrastructure, oui, il va gérer son infra, il va la faire fonctionner pour qu'elle fonctionne tout le temps, qu'elle soit disponible, qu'elle soit sécurisée et d'autres, enfin, sur d'autres choses, qu'elle fonctionne parfaitement. Et voilà, le DSI va aussi se dire, bon, le métier, il a besoin de quoi? En gros, c'est ça, le métier, il a besoin de quoi Oui, pour mieux travailler? Le métier, il a besoin de quoi pour éviter les tâches répétitives, pour faciliter le travail, et vraiment dans un objectif que les utilisateurs soient dans un niveau de valeur ajoutée. Quand on arrive chez nos clients et qu'on voit tous ceux qui ressaisissent des données alors qu'elles pourraient être intégrées automatiquement, ça nous pose des questions. Donc c'est là aussi où c'est important que le DSI soit proche des métiers. Moi, c'est primordial parce que sinon, ça ne marchera pas. c'est ça. Et donc ça, c'est une partie qui est absolument nécessaire et que, en tout cas, dans des projets, on va retrouver avec des types de postes type AMOA, etc. Donc où ce lien avec le métier est absolument nécessaire. Après, le DSI, voilà, il doit aussi gérer tout le budget et la planification de ses projets. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il faut aussi penser de manière macro et enjeux et stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est pour ça qu'un DSI doit être intégré au COMEX, ou en tout cas au comité stratégique, on l'appelle comme on veut en fonction des entreprises. Mais s'il n'a pas la vision, si on ne lui partage pas la vision future de l'entreprise, il va avoir du mal à être en adéquation et surtout à prévoir dans le temps en fait comment le SI va évoluer avec les futures peut-être les futures opportunités de l'entreprise, ou même être proactif, parce que ça peut arriver aussi d'apporter du conseil sur comment avancer dans le business ou ce genre de choses. Oui, et puis ça va permettre. Enfin, il faut que le système d'information soit plutôt un accélérateur et pas un frein. Donc oui, si le DSI n'est pas au courant de ce qui va se passer demain pour l'entreprise, ça va être compliqué parce que il peut mettre une infrastructure hyper rigide parce que les infrastructures hyper rigides vont coûter moins cher, vont permettre voilà, d'avoir donc moins de flexibilité, mais au moins seront adaptées. Mais si demain le patron dit moi je veux me développer, je veux prendre 3 nouveaux sites ou faire de la croissance externe ou quoi que ce soit, si c'est trop rigide, ça va pas pouvoir s'adapter, donc il va falloir tout casser et tout reconstruire. Et si le DSI a cette vision long terme qui lui est donnée par la direction, c'est pour moi un sacré avantage parce que il va pouvoir se projeter et dire c'est ce que vous avez besoin, et demain si vous évoluez, voilà ce qu'on pourra rajouter, voilà ce qu'on pourra faire. Ok, ça va peut-être coûter un peu plus cher au début, mais au bout du compte, ça vous coûtera moins cher par rapport à votre stratégie. Et c'est là où, pour moi, le DSI, dans une organisation, doit être quand même proche des dirigeants. Proche dans le sens doit être au CODIR, doit être présent. Voilà, c'est un service support, mais finalement, la DRH est souvent au CODIR. Donc, voilà, j'ai souvent la même chose, la même façon de voir entre le DRH et le DSI parce que c'est quelque chose qui est proche. Ils ont des niveaux d'expertise différents, mais ça reste des métiers proches et qui doivent connaître ce qui se passe dans l'entreprise pour évoluer. La DRH, oui, il va y avoir de la croissance externe, mais il va falloir prévoir du temps pour se dire il va y avoir de l'intégration, il va falloir adapter les contrats de tout le monde, il va falloir, voilà, c'est pareil pour la DSI. C'est pareil, et je rebondis au passage sur le fait que tu dis quelque chose d'évolutif. Quelque chose d'évolutif passe par quelque chose qui est documenté. Et ça, on a tendance à un peu l'oublier. Enfin, en tout cas,
il arrive que ça manque. Oui. Et en tout cas, qu'on ne prenne pas le temps de le faire. Et malheureusement, quand c'est pas fait, enfin nous, on s'en rend encore plus compte vu qu'on a un rôle de conseil auprès de nos clients. On arrive parfois sur des SI non documentés. Juste cette documentation prend du temps, mais elle permet d'être beaucoup plus agile pour la suite. Oui. Au-delà du système, si rien n'est documenté, quoi qu'il arrive, on ne sait même pas comment on va amorcer le virage. En fait. Et d'autant plus dans un contexte où il y a une pénurie de talents, donc il y a aussi des démarchages. On retrouve quand même beaucoup d'entreprises qui n'ont qu'un informaticien, qui soit appelé DSI, technicien, administrateur, peu importe le nom, qu'ils n'ont qu'une personne. Et le jour où cette personne part et si elle n'a rien documenté, pour la reprise, c'est hyper compliqué. Donc il y a aussi ce côté-là à faire comprendre nous, à nos clients, c'est qu'il faut documenter. Il faut savoir perdre du temps pour en gagner, en gros. Et cette partie documentation est souvent trop délaissée par manque de temps parce que l'objectif, c'est que le système d'information marche. Et donc ouais, cette partie pénurie de personnel qualifié est hyper important. D'un côté pour pouvoir recruter des talents dans une DSI, mais de l'autre côté pour se dire, moi demain j'ai mon service informatique dans une entreprise, si la personne part, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc c'est limiter le pouvoir d'information que certains utilisateurs ou collaborateurs essaieraient d'avoir pour en tout cas les garder d'un point de vue documentation, mais je suis en train de me perdre où je voulais aller, je sais plus où je voulais aller. Après voilà, c'est cette notion de documentation est importante pour le métier du DSI et de contrôler que tout est OK, qu'il a tous les éléments pour pouvoir bien piloter son système d'information. Mais après, il y a aussi différents enjeux, on va dire, au métier de DSI. Tu nous as parlé de la cybersécurité, qui est forcément un enjeu très fort et assez important. Mais qu'est-ce que toi, tu verrais d'autre comme enjeu actuellement pour les DSI ? D'un point de vue... d'un point de vue évolution, d'un point de vue évolution du système d'information. On a vu le Covid qui a accéléré complètement ces transformations numériques. Et je crois que c'est ce que disait la patronne de Microsoft qui a dit on a fait en 3 mois ce qui aurait dû être fait en 3 ans. Donc on a évolué à une vitesse folle. Mais qu'est-ce qui arrive là actuellement en termes de défis pour les DSI ? Oui, comme tu le disais sur le Covid, il y avait tout le nomadisme en fait qui a fait bouger les choses. Là, en termes de défis, la cybersécurité est un petit peu le sujet montant depuis déjà quelques années. On commence à le voir et les budgets en termes de cybersécurité explosent parce que le nombre d'attaques est assez... Beaucoup de personnes ont tendance à dire on ne sait pas si on va se faire attaquer, mais plutôt quand. Oui, exactement. Et donc ça, c'était un des sujets qui est en train de monter et je pense que en tout cas, nous, on commence à le voir pas mal chez nos clients, même ceux qui sont pas forcément les plus matures, mais tout le monde en entend parler, et du coup, ça avance assez vite là-dessus. Forcément, dans les sujets florissants qui arrivent, c'est l'IA. C'est l'IA, et pour moi, l'IA, en plus, en parallèle de la gestion de la data. Parce que l'IA va permettre, on connaît tous un petit peu de ChatGPT, on a tous joué un petit peu avec, ça nous permet d'avancer, de potentiellement créer un peu plus rapidement des éléments parce qu'il va commencer à nous mâcher un peu le travail et nous on va apporter notre expertise et peaufiner un petit peu son travail à lui, mais l'IA de base, de toute façon, se base sur de la donnée, quoi qu'il arrive. Et si on veut intégrer de l'IA au sein d'une entreprise et faire en sorte que cette IA, que le moteur de l'IA soit proche et adapté à une entreprise, il va falloir être capable d'avoir des données, de les qualifier et surtout de faire travailler une IA dessus. Et ça, par contre, ça peut être clairement de la grosse valeur ajoutée qu'on va avoir sur les données et qui va être, je pense, vraiment différenciant sur certains business. Oui, ça va être, je suis complètement d'accord, ça va être différenciant, ça va faire évoluer, les métiers. Alors je dis bien faire évoluer, ça va pas supprimer, ça va faire évoluer, parce que l'arrivée de l'IA fait peur à beaucoup de gens, mais pour moi, voilà, ça va plutôt traiter des tâches qui sont répétitives, qui sont à peu de valeur ajoutée, et pour amener les gens à avoir des jobs un peu plus intéressants. Mais avant de faire tout ça, je pense qu'il y a tellement de choses à faire, et tu parlais de la donnée. La gestion de la donnée, nous, ce qu'on peut voir sur le terrain ou qu'on peut échanger avec d'autres DSI,
c'est hyper compliqué, quoi. Il y a de la donnée de partout, il y a de la donnée qui n'est pas propre, et il y a de la donnée surtout qui n'est pas traitée. Parce que l'objectif d'avoir la donnée, c'est de pouvoir l'utiliser pour en faire quelque chose, voilà, pour avoir des tableaux de bord, pour piloter son entreprise. Il y a le nombre d'entreprises qui ne savent pas où elles vont atterrir en termes de chiffre d'affaires sur l'année, c'est assez incroyable, quoi. Donc, et on le voit chez plusieurs de nos clients, c'est ne serait-ce qu'avoir une donnée, comme tu dis, stable, on va dire fiable et propre, c'est déjà un enjeu. Mais ça passe aussi par... c'est tout un espèce d'étapes ou de strates qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que si on n'a pas des process corrects, on sait que notre donnée va pas être bonne. Parce que personne va utiliser le même process et du coup la donnée sera pas correcte, ou en tout cas on aura du mal à l'exploiter par la suite. Ou en tout cas on va devoir la retravailler et on va perdre du temps. Et en fait c'est ce qu'on voit nous chez beaucoup de nos clients, c'est qu'on doit avancer un petit peu étape par étape, dire voilà, ce jour-là vous aurez un tableau de bord qui sera absolument parfait et qui vous permettra de piloter correctement avec des bonnes données. En revanche, avant, il faut faire étape 1, étape 2, étape 3. Et ça fait partie de notre métier, clairement, mais il faut qu'on soit capable de les identifier. Et c'est pour ça que souvent, on passe par un audit en premier, nous, parce que c'est vrai que ça nous permet de voir tous les tenants et aboutissants d'une entreprise, qu'ils soient SI, en termes de structure, en termes de process, en termes d'organisation au sein d'une entreprise, parfois. C'est assez... En tout cas, nous, ça nous permet d'avoir une vue globale et du coup de savoir un petit peu dans quel sens on doit avancer et aussi de comprendre où est-ce que les dirigeants veulent aller. Ce qui évolue tous les jours aussi. Oui, tout à fait. C'est le principe d'une entreprise, c'est d'avoir des besoins qui évoluent constamment. Mais c'est vrai, lors des audits ou quand on va quand on est DSI, souvent les gens se disent l'outil est pas bon. Mais avant, nous, on a tellement de questions, de choses à voir, que peut-être que l'outil est pas bon, mais peut-être qu'il l'est, et peut-être qu'on n'y met pas les bonnes données, peut-être que, il a mal été intégré. Donc, des fois, à la fin de l'audit, on dit non, vous aurez beau changer d'outil, ça ne changera rien, il y a d'autres étapes à mettre en place. Et il faut aussi avoir de mettre la donnée. Il faut lui donner de la donnée, sans aucun jeu de mots, il faut l'alimenter pour qu'après, toute la chaîne se fasse et aussi qu'ils aient les indicateurs. Parce que des indicateurs, il peut y en avoir, il peut y en avoir aussi des faux. Et ça, c'est une vraie problématique, quoi. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres, Oui. C'est un peu le problème. C'est pour ça que si on maîtrise pas le process et toute la chaîne, et même quand on crée les dashboards, il faut qu'on soit bien conscient de où est-ce qu'on va chercher la donnée. Et encore une fois, qu'on le documente, c'est un peu le nerf de la guerre, mais au moins... parce que si un jour on doit reprendre ces dashboards, c'est aussi le problème au bout de quelques années, des fois on se dit mon dashboard, en fait, c'est-à-dire quand on clôture, on n'a pas du tout le même chiffre que celui du dashboard. Et là, il faut être capable d'arriver à revenir en arrière et te dire attention, oui, en fait, on a un process qui a changé, ou ce genre de choses. Donc c'est aussi des choses qui vivent et qu'il faut arriver à mettre en place. Moi, je sais que j'ai fait pas mal de projets IT, et sur les derniers projets, on avait tendance à se confronter plus à une approche produit qu'à une approche projet. C'est-à-dire que l'équipe projet restait en partie et continuait à faire vivre le produit. Parce que, à la base, on le monte et on a besoin d'une équipe un peu plus conséquente, mais à la fin, on a besoin quand même d'une équipe qui continue à faire vivre le produit, parce que de toute façon, l'entreprise va évoluer, les process vont évoluer, et du coup, l'outil ou le produit, en tout cas, doit évoluer. Et ça permet du coup d'avoir... des personnes sachantes qui documentent et qui sont capables de nous dire la valeur la valeur d'une donnée, c'est-à-dire être capable de nous dire si cette donnée elle est fiable, d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle montre. Et ça c'est absolument important dans ce type de projet, quoi. Oui, on en revient toujours un peu à ce qu'on explique souvent à nos clients, à la base, on va dire, de ce qu'il faut faire. Vous aurez beau avoir la Rolls-Royce des outils, si derrière vous ne faites pas tous ces prérequis en amont, et c'est de se dire pourquoi vous voulez cette donnée-là, pourquoi vous la saisissez, parce que des fois ils veulent saisir des données mais ils s'en servent pas, donc à quoi ça sert de la saisir, à quoi ça sert de la mettre, ou l'inverse, ils veulent des chiffres mais ils saisissent pas la donnée. Donc il y a aussi ce côté-là, et ça, voilà, après
Après, c'est un des enjeux pour moi hyper important, parce qu'avant l'IA, je pense qu'il y aura tellement de choses à faire chez les clients. Nos clients, nous sont des TPE, PME, jusqu'à des grosses PME des fois par moment. Et on voit que finalement, ils veulent tous faire la même chose, mais avant, il y a tout un tas d'étapes à faire. Je te rejoins sur le fait que nous, nos clients sont à une taille critique qui est un peu limite par rapport à ce type de considération. C'est-à-dire que on veut des indicateurs qui sont corrects et qui fonctionnent. On voudrait les amener vers de la gestion de la data et de l'amélioration de la data. En revanche, la problématique, c'est que vu leur taille, ils n'ont pas forcément la capacité de créer des postes qui ne sont pas opérationnels. Et un poste, entre guillemets, qui ne fait que gérer de la data, il n'est pas forcément, enfin, pour ces personnes-là, il n'est pas vraiment opérationnel, ou en tout cas, ils n'ont pas toujours la maturité pour se dire, ok, ce poste, il me fait pas gagner du chiffre d'affaires, en revanche, il va nous donner de la visibilité et potentiellement nous montrer là où on doit aller. Mais ça, c'est assez difficile déjà d'atteindre ce niveau. En général, c'est rare pour nos clients qui sont, encore une fois, beaucoup trop petits pour avoir ce niveau de maturité et d'investissement, en fait, parce que surtout, ça prend de l'investissement, en fait. Et donc forcément, on a du mal à arriver à ce niveau de détail et à avoir quelque chose d'absolument très précis. Oui, et puis après, je pense qu'ils peuvent y arriver, mais ça sera dans quelques années. Tout à fait. Parce que quand ça sera un peu plus accessible aussi, quand ça soit... Enfin, parce qu'il y a tout un tas de solutions qui voient le jour régulièrement. Donc on sait qu'à un moment, ils arriveront, mais avant, ils ont tellement de choses à faire. C'est ça. Que voilà, pour moi, c'est important et c'est un des enjeux... Pour moi, un des premiers enjeux, la gestion de la donnée, c'est comment on gère la donnée pour pouvoir en faire certaines choses, dont une utilisation par l'IA, dont après comme on le dit, de la BI, donc la business intelligence. Voilà, et c'est un des enjeux importants qui, pour moi, c'est réfléchir, documenter ça, et après, c'est parti, quoi, ça se fera, mais voilà. Et après, pour moi, il y a un autre enjeu donc on a parlé enjeu de cybersécurité, enjeu de gouvernance de la data. Je pense que la cyber, il n'y a pas besoin d'y revenir, hein. Comme tu le dis, c'est plutôt l'enjeu, c'est de dire, de toute façon, vous allez être attaqué. Et l'objectif, c'est que ça soit le moins fort pour vous et comment vous devez réagir. Après, il y a du B.A.-ba, des choses à faire. Pour moi aussi, il y a un autre enjeu c'est tout ce qui est autour du Green IT, donc du développement durable, où en fait on se retrouve face à certains sujets qui sont importants. Je crois que dans les stats, il y a eu 6% de croissance annuelle mondiale de l'empreinte carbone IT selon une étude de Shift Project. Est-ce que ça, c'est quelque chose tu le ressens aussi auprès des clients? Est-ce que tu sens quand même qu'on commence à se poser des questions sur l'IT? Parce que déjà, beaucoup de gens disent que ça consomme énormément. Oui, ça consomme quand même énormément pour ça. Mais comment tu le ressens, toi, pour tes clients ou autres? Alors, ça va dépendre. Les clients, en général, ils vont se poser la question parce qu'ils ont une démarche RSE. Donc du coup, ils vont se dire comment on l'intègre au sein de l'informatique. Et alors, à la base, ils se concentrent d'abord sur leur business et comment ils l'intègrent au sein de leur process et de leur business. Ensuite, sur la partie IT, oui, en effet, on est dans une des parts de marché qui a la plus grosse croissance en termes d'émissions de CO2. Ça, on le sait parce qu'on consomme de plus en plus d'énergie. Après, il faut arriver à sensibiliser un petit peu les personnes qui sont en capacité de prise de décision au sein des entreprises. Et bon, ça peut être nous quand on est DSI pour nos clients. Et on sait, entre guillemets, que le plus gros facteur d'émissions, de pollution, de consommation, parce qu'il y a différentes manières d'aborder le sujet, en tout cas, c'est au moment de l'achat du matériel. Donc, ce qu'on va privilégier, et même dans les labels qu'on retrouve, type numérique responsable, label français, c'est d'aller chercher du matériel reconditionné et de faire reconditionner son matériel.
ça reste et surtout d'essayer de le garder le plus longtemps possible. Oui, parce que c'est, contrairement à beaucoup d'idées reçues là-dessus, l'empreinte carbone la plus conséquente est plutôt sur la fabrication du matériel. C'est pas parce que vous allez supprimer un mail que vous allez considérablement réduire votre empreinte carbone. Je dis pas vous allez le réduire si tout le monde le fait. On sait que les data centers, etc., produisent beaucoup de beaucoup de carbone, d'empreinte carbone. Mais on sait que la phase de fabrication est assez impressionnante. Donc, oui, il faut trouver un moyen de moins fabriquer, de faire moins fabriquer, donc il faut moins consommer et avoir un usage responsable. Je pense que toi, tu as connu aussi l'époque où on allait prendre le plan de renouvellement des postes tous les 3 ans. Voilà, maintenant, on oublie. On arrive à amener le poste le plus longtemps possible jusqu'au moment où il commence un peu à empêcher l'utilisateur de travailler, où le poste, on le prend, on peut le mettre aussi sur un PC de prêt ou dépannage au cas où, et après, de passer l'étape après, c'est de recyclage, de reconditionnement. Voilà, parce que on a beaucoup d'entreprises, d'associations qui commencent à se mettre là-dessus et qui vont reconditionner les postes, ou s'ils ne sont pas reconditionnables, qui vont les faire recycler. Et ça va rentrer dans la filière de recyclage. Ça, c'est un des sujets, le sujet matériel, déjà, clairement, est le meilleur moyen, en tout cas, d'aller chercher la réduction de consommation carbone. Ensuite, il y a aussi comment on héberge nos services, où est-ce qu'ils sont, etc. Et c'est vrai que les data centers, si on se penche sur le sujet, ils publient en fait leur efficience. Je ne me rappelle plus exactement le terme, mais je sais qu'il y a un coefficient d'efficience entre guillemets entre ce que dépense le data center en prenant la climatisation et tous les autres éléments et corrélé avec l'utilisation simple de l'électricité pour les serveurs. Et en général, les meilleurs sont souvent les data centers de Google ou Microsoft, ce genre de choses, mais ils sont tenus de le publier. Donc ça, si on veut absolument s'y intéresser, ça peut être quelque chose. Et c'est vrai que, en général, le cloud est quand même forcément plus efficace qu'un serveur qu'on a chez soi et qu'on climatise nous-mêmes parce que l'infra n'est pas mutualisée, tout simplement. Et on aura du mal à faire aussi bien qu'un data center qui est conçu pour ça, même en termes de flux, en termes de câblage, etc. Donc c'est un des points qu'il faut aborder. Après, voilà, il y a donc je sais qu'il y a le numérique responsable, qui est un label français qui est vraiment en avance par rapport aux autres labels qu'on peut voir ailleurs, et qui se base sur des données de l'INR, je crois. Il faudrait que je revérifie les sources exactement. Des données de recherche, et qui permettent du coup d'aller dans le bon sens et d'identifier où est-ce qu'on en est aussi. Donc, et qui donne un plan d'action pour arriver à avancer. C'est vrai que tu le parlais, cette optimisation finalement de l'utilisation des serveurs. On a trop tendance, peut-être aussi on a encore une idée reçue, c'est moins polluant d'avoir son serveur en interne. Non, c'est faux, parce que comme tu le dis, c'est mutualisé dans les data centers, au lieu que, même si les clims sont assez puissantes, mais c'est des clims qui sont optimisés, au lieu que tout le monde ait sa clim dans sa salle serveur, qui mettent à 19 degrés, alors que il y a beaucoup d'études qui montrent qu'à 25-26 degrés, une salle serveur, le serveur est optimisé et tourne très bien et aura la même durée de vie. Il y a ce côté-là. Il y a aussi l'attention portée à la maintenance de son parc informatique. C'est comment on augmente la longévité et la durabilité. Ça, c'est important. C'est plus vous maintenez, plus votre parc informatique, plus vous le faites, vous allez le garder longtemps. Il y a aussi l'organisation de la fin de vie du matériel informatique. Ça, c'est ce qu'on a dit, en prévision recyclage, réparation, revente ou reconditionnement. Et puis aussi, il y a la dernière chose, on en revient toujours, c'est la sensibilisation des collaborateurs aux bons usages pour faire évoluer les habitudes, parce qu'on a moins recours au papier. On voit encore que ça existe. L'utilisation d'outils pour envoyer, au lieu d'envoyer des pièces jointes, d'envoyer de la compression des données volumineuses. Éteindre son PC tous les soirs, parce que beaucoup de gens n'éteignent pas leur PC tous les soirs, parce que soi-disant il rame au démarrage, mais il y a une importance alors d'économie d'énergie, mais aussi de remettre à jour son PC, etc. Et ça, voilà, je pense que dans cette partie-là, il y a tout un tas de choses
Tu parlais du label aussi, il y a tout ce qui est autour de l'éco-conception de logiciels. Oui. Un logiciel est plus ou moins green, on Oui. va dire, et il y a des façons de développer, de développer plus vertes, il y a des façons comme de développer aussi de manière plus sécurisée. Et ça, voilà, c'est encore un enjeu qui arrive dans les prochains, enfin, qui est en train d'arriver, quand on le voit de plus en plus, parce que bon, c'est d'actualité, et c'est assez important. Qu'est-ce que tu verrais d'autre comme enjeux, défis pour les DSI dans les prochaines années? Moi, j'en vois un surtout sur la partie. Alors, ils le disent déjà depuis un moment, hein, mais Mmh. pour moi, un DSI est aujourd'hui plus un manager à une transition. Avant, c'était un manager d'une très grosse équipe, Mmh. potentiellement. Aujourd'hui, c'est moins le cas. C'est-à-dire, il peut avoir une grosse équipe, mais il va Oui. aussi beaucoup manager du contrat. Mmh. Oui, c'est vrai, Et parce qu'il va externaliser. on va externaliser quand même souvent beaucoup de Mmh. choses. Alors, il y a eu des tendances où ça externalisait beaucoup et ça revenait beaucoup en interne, etc. Mais quoi qu'il arrive, il y a des choses que d'autres sont bien plus capables de faire que nous, parce que voilà, c'est leur métier aussi. On a beau intégrer des développeurs, etc. Il y a des outils qui sont très bien faits, et parfois, il vaut mieux externaliser. Mmh. Et pour moi, je pense que un des enjeux pour un DSI, c'est d'être relativement formé quand même à toutes ces notions de gestion de contrat, de renouvellement, d'arriver à être en capacité d'aligner un peu ses SLA, donc ses Service Level Agreement, en gros son niveau de service qu'il va retrouver entre ces différents contrats. Parce que, enfin, on le voit chez certains de nos clients, hein, potentiellement, des fois, ils ont des contrats avec un niveau de service de 4 heures sur quelque chose, mais en parallèle, ils ont un autre élément qui est dans le même écosystème, mais où ils ont peut-être un niveau de service Mmh. avec un délai de rétablissement sur 2 jours. Et en fait, fatalement, du coup, ils ont un risque qui est beaucoup plus élevé à ce niveau-là. Et du coup, ça me permet de faire la transition, entre guillemets. La DSI, pour moi, c'est de la gestion de risque aussi. Au-delà de la gestion de projet et l'accompagnement des collaborateurs, il y a clairement une partie gestion de risque qu'il faut qu'on mette en avant, parce que le but quand même, c'est que aujourd'hui, tous les collaborateurs, quand on a un téléphone, une application, c'est simple. On installe, c'est facile, ça va bien marcher, ça va être efficace. On attend la même chose en fait du SI d'une entreprise. N'importe quel collaborateur attend ça. Sauf que du coup, à partir du moment où vous allez avoir un élément qui faillit, on va être tout de suite comment dire, les utilisateurs vont être mécontents, ils vont pas comprendre parce qu'en fait, ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Pour eux, c'est simple. Mais du coup, on est obligé d'avoir un niveau de service très élevé. Parce qu'en même temps, aussi, dès qu'on a un service clé d'une entreprise qui tombe, potentiellement, en fait, on perd du chiffre d'affaires ou simplement des personnes qui n'arrivent pas à travailler, quoi. Donc, je pense que... Alors, c'est pas forcément un enjeu qui est absolument nouveau. Voilà, peut-être un peu plus pour les contrats, mais par contre, le fait d'attraper les sujets par les risques permet au moins pour moi, comme on disait tout à l'heure, c'est dans les premières étapes qu'on va avoir. Ouais, c'est sûr. Une fois qu'on a maîtrisé quasiment l'ensemble de nos risques, là, on peut commencer à se concentrer sur des projets à plus haute valeur ajoutée. Oui, et je trouve que c'est hyper important ce que tu dis, et ça rejoint un petit peu aussi une étude là, de Gartner en 2021 sur les 3 principales priorités technologiques de la DSI, qui sont la cybersécurité pour 67% d'entre eux, l'analyse de données, l'intelligence artificielle, on en a parlé aussi pour 47%, et la dernière qui est liée à la notion de Cont3, ce qu'on appelle de cloud computing. Donc toute la partie, donc là c'est pour 47%, c'est une priorité. Toute la partie évolution vers d'autres modèles économiques, le mode SaaS et des choses comme ça. Et là, c'est la partie contractuelle. On va regarder, comme tu dis, les niveaux de service. On va regarder qu'est-ce qui se passe quand il y a un incident. On va regarder aussi où sont hébergées les données. On va regarder le prix, forcément. Comment on peut sortir aussi du contrat. Enfin, il y a tout un tas de sujets qui sont importants. Et ça, nous, on n'a pas trop les compétences juridiques, on sait à peu près lire un contrat, mais on préconise souvent sur nos clients de voir des avocats, de spécialiser là-dedans. J'avais pu échanger avec Romain Dezan de l'Expart sur un podcast. Voilà,
il fait ça régulièrement parce que c'est tellement important cette partie contrat et se dire qu'est-ce qu'on a, parce que c'est ce que tu dis, c'est qu'une entreprise qui coupe pendant un certain temps, on arrive à calculer facilement le dirigeant en lui mettant ce qu'il perd, voilà, en termes de chiffre d'affaires et en termes aussi de personnes qui ne travaillent pas. Et, et derrière, après, on regarde, il nous dit, moi, je ne peux pas me permettre d'avoir plus d'une journée, enfin une demi-journée. Et quand on regarde les niveaux de service sur ces contrats-là, vous n'avez pas de garantie de rétablissement. Voilà, vous ne savez pas si ça va couper, en combien de temps vous allez redémarrer. Et ça, c'est hyper important. Enfin, on peut prendre l'exemple de la fibre, où vous avez les différences entre la pro et la publique. La publique, vous n'avez aucune garantie de temps de rétablissement. La pro, vous avez une garantie de temps de rétablissement. Ou aussi, sur la partie serveur interne, qu'est-ce que vous prenez comme garantie? Est-ce que je prends une garantie J+1, H+4, 24/24? Mais ça, c'est suivant une étude du risque. C'est ce que, voilà. Et qu'on met en face les contrats et on regarde si ça rentre ou si ça rentre pas. Voilà. C'est ça. Autant avant on le faisait en interne avec une application qu'on publiait pour les utilisateurs. Aujourd'hui, vu que c'est du cloud, en fait on va chercher ça en fonction du contrat. Et ça, pour moi, c'est aussi une évolution parce que c'est des modèles économiques qui sont différents, forcément. Alors qu'on soit pour ou contre, ça c'est un autre débat. Mais c'est des modèles économiques qui sont, qui permettent de mutualiser aussi. Après, voilà, c'est régulièrement beaucoup moins souple. De toute façon, l'application, elle a une roadmap, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire. Et c'est moins souple, mais cela dit, il y a quand même l'un des plus gros critères du cloud, c'est la scalabilité. Oui. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise en très forte croissance, l'achat d'un serveur aujourd'hui, vous savez déjà qu'en 1 an et demi, il sera obsolète, voire moins. Oui. Aller vers le cloud. Ça sera aussi simple. Le contrat, vous changez juste. Vous allez avoir un coût qui est proportionnel en fait à l'utilisation. Oui. Et puis après, c'est toujours aussi des études à voir et le besoin aussi. C'est sûr que dans certains métiers, dans l'industrie, des fois, c'est pas mieux, mais ça peut être plus intéressant d'avoir ces serveurs à proximité pour aussi être en réactivité. Et aussi, si demain, vous avez plus Internet, vous pouvez continuer de bosser quand même et de faire tourner vos machines. Enfin, après, c'est ce que tu dis, c'est toute une étude de risque, en fait. C'est de se dire, qu'est-ce que l'entreprise a y perdre si ce serveur tombe, si ce lien tombe, voilà, et de se dire si c'est en externe ou en interne. Donc, pour moi, voilà, c'est les enjeux des prochaines années. Est-ce que tu en vois d'autres, toi, de ton côté? Tous ceux qu'on ne connaît pas encore. Oui. Après, en France, on voit arriver la facturation électronique qui pose beaucoup de questions. Alors, qui a été décalée à la date où on parle, elle devait commencer à être mise en place à partir du 1er juillet 2024, mais elle a été décalée. Donc on verra ce qui va se passer, mais ça pose beaucoup de questions parce que c'est compliqué pour les entreprises. Elles se disent est-ce qu'elles sont prêtes? Puis il y a quand même beaucoup de commerciaux, d'éditeurs de logiciels qui viennent flouter ça en disant nous on est prêts, etc. Alors que voilà, c'est pour l'instant la plateforme, alors on enregistre le podcast, les plateformes de dématérialisation partenaires, donc les PDP, n'ont pas été choisies. Donc on ne sait pas, enfin voilà, il y a tout un tas de sujets qui sont en cours, mais pour nous c'est intéressant parce que ça permet aussi de préparer les clients aussi, parce que même si on ne sait pas exactement comment ça va se passer, il faut qu'on voit dans les process déjà comment ils facturent, parce que il y en a qui sont encore en facture papier, Word qui font des chronos à la main, voilà. Donc mais de manière générale, tout ce qui est législation est quand même devient problématique. Non, ils essayent de faire au mieux. La problématique, c'est que l'informatique et tout ce qui est autour avance tellement vite que la loi essaie de rattraper le coche. La RGPD, on l'a bien vu, quand ils l'ont mis en place, ils ont dit de toute façon, on sait très bien que les gens ne seront pas en place. Ils ne l'auront pas, c'était en 2018, si je me rappelle bien. Et on sait très bien que les premiers contrôles de la CNIL, ils arrivaient, ils ne demandaient pas aux gens d'être conformes. Oui, c'est sûr. Ils demandaient en fait aux gens, c'est quoi votre plan d'action pour être conforme? Ce qui est assez à l'inverse des lois qu'on va trouver ailleurs. Entre guillemets, quand la loi arrive, on s'attend à ce que les gens l'appliquent. Là, aujourd'hui, les gens essayent de faire en sorte d'être conformes. Et je pense que c'est le cas et ça va être le cas sur pas mal de choses. Comme tu dis, la facturation électronique, il va y en avoir sur beaucoup de sujets.
Et je pense que on a l'IA qui est en train d'arriver et qui va bousculer un petit peu les éléments, notamment, enfin, elle arrive aussi sur la cybersécurité, en fait. Donc ça, c'est... Mm. Dans un euh, sens comme dans l'autre, hein, oui, côté hacker éthique c'est ça. comme côté hacker qui veut soustraire des informations, quoi. On a vu un tableau passer il n'y a pas longtemps sur la vitesse à laquelle on arrive à craquer vos passwords, Mm. etc. Et les temps ont été divisés par 3 par rapport à l'année dernière. Mm. Parce que la puissance de calcul coûte moins cher en ligne, parce que voilà, donc il y a beaucoup de choses technologiques qui sont en train d'arriver, et pour moi, du coup, c'est vrai que à quel niveau est la loi face à tout ça, Mm. c'est clairement quelque chose qui va être assez déterminant sur comment ça Ouais, va c'est sûr. évoluer. Après, on peut commencer à parler d'ordinateur quantique, mais ça, on n'y est pas encore, mais en tout cas, le jour où ça Mm. sort, en termes de cybersécurité, on va avoir Ouais, des gros problèmes. c'est sûr. Mais avant que ça devienne un enjeu pour nous, Mm. DSI, d'entreprise, etc., c'est un peu tôt Oui, pour c'est en un peu tôt. parler, mais Il faut le suivre, c'est un peu tôt. Donc oui, on a parlé là, des enjeux, tout ce qui peut arriver dans le futur et comment le DSI va aider l'entreprise finalement à mm. prendre ces sujets et à la faire adapter. Voilà. Mais demain, des gens veulent devenir DSI, qu'est-ce que tu pourrais partager comme conseil qu'est-ce que tu pourrais leur partager comme conseil? Ouais, c'est une bonne question. Mm, Alors, je pense qu'il faut avoir une notion, comme on l'a dit, faut être capable d'analyser du risque, d'analyser des process, d'analyser... En fait, un DSI, il doit surtout avoir beaucoup de recul sur comment fonctionne une entreprise et comment transite l'information dans l'entreprise. mm, Il doit être forcément en capacité de donner des conseils sur ces ensembles de choses. Il doit pas forcément être absolument technicien. En revanche, il doit comprendre ce que ça mm, implique. Et en fait, c'est ce qui est un peu dur dans notre métier, c'est qu'on doit comprendre ce qu'implique la loi, la technicité, les process métiers, mm, où est stockée l'information. C'est un ensemble de tous ces critères et il faut être capable en fait de les combiner avec du coup de combiner l'ensemble des contraintes pour arriver à proposer plusieurs solutions, parce que malheureusement il n'y a jamais une bonne solution. mm. Il y en a toujours plusieurs et il faut être capable de... C'est le rôle, nous, qu'on a d'autant plus en DSI externe, c'est-à-dire qu'on va proposer plusieurs solutions en disant, voilà, les avantages de celle-ci, c'est ça, c'est que c'est... Souvent, on va proposer des solutions qui sont certes peut-être un peu moins sécurisées, mais qui sont plus facilement évolutives, Mm, etc. Donc, c'est d'arriver à comprendre l'ensemble des contraintes et de savoir où est-ce qu'on va aller et pourquoi on y va. mm. Mais pour ça, ça demande quand même d'avoir beaucoup de recul sur pas mal d'éléments. C'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui d'être DSI tout en étant très jeune. Oui. C'est malheureux, c'est-à-dire peu importe la voie que Mm. veut emprunter quelqu'un qui veut devenir DSI, il peut passer par la voie technique, il peut passer par la voie, je sais pas, de gestion, etc., et de connaître un petit peu plus les process métiers. Il faudra quand même qu'il connaisse les notions techniques, ou en tout cas qu'il ait au moins quelqu'un dans son Oui. équipe qui soit capable de l'aider Ouais, là-dessus, qui peut venir compléter. qui Ouais. peut venir le Mm. compléter. Mais pour moi, il faut quand même au minimum de l'expérience et être en capacité de prendre du recul constamment. Mm. Et une chose dont on a très peu parlé, c'est la veille technologique. Mm. Oui, de savoir ce C'est-à-dire qui se passe. que, enfin, savoir ce qui se passe dans le monde, parce qu'on est quand même dans un métier où tout évolue très vite. Et Mm. ChatGPT, c'est arrivé il y a quoi? 3 ou 4 mois? C'était en mars, non? En tout cas, Oui, que ça s'est oui, oui. Oui, démocratisé et ça que c'est. tout le monde Ouais, en a qu'on a parlé. entendu où c'est monté d'un coup, oui, je dirais, ouais, 3 4 mois, oui, voilà, dans ces eaux-là, quoi. Enfin, Voilà, début 2023, dans tous les cas, c'est en ça. premier trimestre 2023, on a Et commencé à entendre parler. aujourd'hui, si alors un de vos clients, qui soit interne Mm. ou externe, hein, donc que ce soit un de nos clients et qui vous parle de ChatGPT et qu'on ne connaît pas, Mm. malheureusement, on perd en légitimité, quoi. Oui, Donc, c'est sûr. donc C'est sûr. on est obligé d'être au courant. Pas forcément de tout maîtriser, parce que c'est impossible. En Oui. fait, ça avance dans tellement de directions que... Mais je pense qu'il faut aussi être en capacité de prendre le temps comme nous on le fait des fois, on va à des conférences, Mm. on arrête d'être opérationnel, et juste j'aime bien le terme, on va ouvrir nos chakras, et on va voir un petit peu ce qui se passe, et s'inspirer de personnes ils sont plus pointus sur Mm. des dossiers qui sont en train de monter, ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'il y a Mm. je veux dire, des personnes qui ont fait le pari sur les Windows Phone, raté Mm. pour eux, quoi. Oui, voilà. Mais je veux dire, faut quand même être conscient de ce qui est en train de monter, et d'être sur le devant de la scène, et de Mm. voir un peu les tendances, et savoir où est-ce qu'il faut aller. Sans forcément y aller
pour être dans la tendance. Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il faut connaître les enjeux et il faut savoir pourquoi on le fait. On va pas faire du cloud pour faire du cloud. Oui, non, mais tout ça c'est important. Et puis surtout, ce que tu dis, c'est que finalement, le DSI, il doit être curieux, il doit s'ouvrir à tout, comme tu l'as dit. Et forcément, c'est un métier qui te nourrit tout le temps. Bon, d'autant plus quand tu es consultant comme on l'est, nous, parce qu'on est sur un contexte multi-client. Mais pour tous les deux avoir été en interne, DSI interne, tu te nourris aussi des métiers. Tu es toujours auprès des métiers. Après, oui, on vient mettre des outils, de l'infrastructure, etc., mais qui sont adaptés à eux. Et le fait aussi d'être à côté d'eux, ça aide aussi à l'accompagnement au changement. Ça aide aussi à faire passer le message que, voilà, du stéréotype du DSI, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est dans son bureau, qui bouge pas et qui grogne dès qu'on s'approche de lui, quoi. Voilà. Mais je pense même qu'il faut aller vers... Je pense qu'il faut même aller vers de l'humilité, en fait. C'est-à-dire que, oui, on peut faire de la veille techno, mais comme je disais tout à l'heure, on ne pourra jamais être au courant de tout et être pro sur tout. Et même des métiers... potentiellement, on va parler à des métiers très spécifiques, nous, des comptables ou ce genre de choses. On va dire, j'ai un confrère qui utilise ça. Il ne faut pas lui dire non, c'est pas ça qu'il faut utiliser, parce que c'est son métier et les applications qui sont liées au métier, on ne peut pas toutes les connaître non plus. Oui. Nous, on a une expertise qui est très ciblée et qui est sur l'ensemble des systèmes d'information, mais il faut arriver à rester humble sur tout le reste. On est dans le conseil. Et par contre, il faut se documenter. Comme tu dis, voilà, il faut être curieux, aller chercher les infos sur le métier, voir aussi ce qui se passe à la concurrence, voir comment ça évolue. Comme tu le dis, participer à des salons. Voilà, et c'est comme ça aussi que... Et ça, pour nous, on le fait d'autant plus, et naturellement parce qu'on est multi-client, mais moi, je trouve qu'un DSI, même en interne, il doit le faire. Il doit savoir ce qui se passe, et souvent... On est tellement pris par le quotidien qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et le DSI qui va réussir, c'est celui qui va souvent aller soit se former, soit échanger, soit... Et surtout aussi, parfois, c'est peut-être bête, mais penser à appeler un DSI qui fait la même chose chez un concurrent ou en tout cas dans une structure qui fait sensiblement la même chose. Oui. Parce qu'en fait, de toute façon, le but, c'est pas forcément de battre la concurrence. C'est clairement pas ça. C'est que quoi qu'il arrive, il va avoir les mêmes problèmes que nous. Il va avoir les mêmes questionnements. Et alors peut-être que sur des choses, on va l'aider, mais dans l'autre sens, il va nous aider sur autre chose. Et je trouve que ce type d'échange-là, moi je l'ai fait quand du coup j'étais DSI sur une partie pour une école, et je l'ai vu avec différents DSI d'autres écoles, et en fait on s'est donné des tips sur différentes choses, sur des sujets que en fait, toutes les écoles sont confrontées à ces sujets-là. Sauf qu'eux, ils ont creusé plus celui-là parce qu'ils en avaient besoin. Et nous, on avait creusé potentiellement un autre. Et du coup, c'est des échanges qui sont, je pense, nécessaires. Ah oui, je suis important. Pour moi, c'est important. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est ouvrir les chakras. Il y a tout un tas de choses. Voilà, voir ce qui se fait ailleurs. Et ça, c'est de partout. Bon, on arrive à la fin, Yael, de notre interview. J'ai 2-3 autres questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu aurais un livre, une série, un film à nous conseiller? En rapport avec la DSI ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Ouais. Ah, dur, hein? Ah ouais, celle-là, je l'attendais pas. Un livre, La part de l'autre. D'accord. Alors, je vais gagner le point Godwin. Mais donc l'auteur, c'est Eric Emmanuel Schmitt. D'accord. Et il faut savoir que Hitler a tenté les beaux-arts de Vienne et il les a ratés. D'accord. Et dans ce livre, donc il raconte l'histoire d'Hitler, et à partir du moment des beaux-arts de Vienne, il va créer 2 versions parallèles, une où il a les beaux-arts de Vienne, et une où le vrai Hitler qui ne les obtient pas, et qui fait tout ce qu'on connaît plus ou moins. Et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'on va se mettre à aimer Hitler, enfin l'autre, plutôt l'autre, en général plutôt l'autre. Et je le trouve vraiment intéressant parce que en fait, on se rend compte qu'on juge sur des choses alors qu'on ne prend pas forcément en compte le passé des choses. Oui. On ne cherche pas forcément le pourquoi. Et j'ai trouvé, moi, ce livre m'a beaucoup dérangé. J'aime bien ce genre d'œuvre. Quand ça dérange, en général, c'est que ça questionne et ça nous permet de reconstruire un petit peu les préjugés. Donc celui-là, j'ai vraiment aimé. Oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien, je le mettrai dans la bio. Je le mettrai dans la bio sans souci. Et la dernière petite question, si tu avais un invité, quelqu'un que tu aimerais voir dans le podcast, qui ça pourrait être, ou sur une thématique bien précise.
tu vois, sur une Ah. thématique bien précise. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Bonne question aussi. Ah, je pose que des bonnes questions. Ouais, je vois bien depuis le début. Je vois bien. Sur une thématique spécifique, moi j'irais bien vers l'IA. Après, il faut trouver la bonne personne. Oui, pour pas que ça soit complexe. Pour pas que... Non, mais pas que ce soit complexe ou pas forcément. J'avais fait un épisode Oui. sur l'IA il y a quelques temps déjà, enfin sur la saison dernière avec Julien Subercaz, mais plutôt sur une notion un peu de fac, voilà, qui expliquait un peu les différents termes, machine learning, enfin tous ces termes-là. Mais oui, pourquoi pas aller chercher des gens qui font de l'IA. Voilà, je vais parler, je crois, lors du prochain épisode de l'industrie aussi, l'industrie 2, 3 ou 4.0, on ne sait pas trop où ça en est, avec un chercheur de l'école des mines. Voilà, mais je pense que oui, il faut falloir que je trouve des gens qui bossent sur l'IA. Bah écoute, merci Yael. Merci à toi. Merci, et puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode captivant de DSI et des hommes. J'espère que vous avez apprécié notre exploration du métier de DSI et des opportunités passionnantes qu'il offre dans le monde en constante évolution de la technologie. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez soutenir notre podcast, je vous encourage à nous laisser des commentaires ou une note sur l'Apple Store ou toute autre plateforme. Vos retours sont extrêmement importants pour nous et nous aident à continuer à créer du contenu de qualité qui vous intéresse. N'hésitez pas également à partager cet épisode avec vos collègues, amis et tous ceux qui pourraient être intéressés par le rôle crucial des directeurs du système d'information. Plus nous serons nombreux à découvrir et à parler de ce métier facilement, plus nous pourrons inspirer d'autres personnes à rejoindre ce domaine en pleine croissance. Reste à l'écoute pour de futurs épisodes remplis d'histoires inspirantes et d'expertise passionnante. Je suis Nicolas Barre et je vous remercie de nous accompagner dans cette aventure à la découverte des DSI et des hommes qui façonnent l'avenir numérique.